l'enregistrement parce que c'est prévu. Voilà. Est-ce que vous pouvez baisser votre livre devant la caméra voilà. Parce qu'il voulait que je montre les derniers livres reçus. Voilà. Recording in progress. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup en tous les cas de me réinviter au Cercle Condorcet que je connais depuis fort longtemps. Et cette période est particulièrement préoccupante, mais aussi tombe, disons, à pic pour mes derniers livres, parce qu'ils sont tous sortis en 2025. Moi, je suis chercheur aux séries à Sciences Po, et ça fait très longtemps que je travaille sur ces thématiques, sur divers aspects. Et en fait, en 2025, sont sortis successivement, comme ça a été dit, ce petit livre chez Autrement, il correspond à la demande, si j'ose dire d'autrement, qui voulait, dans cette collection qu'ils ont appelée Haut et Fort, des voix indépendantes, singulières, engagées, un constat à la fois personnel et politique. C'était un peu la façon dont l'éditrice m'a présenté ce qu'elle souhaitait de ma part, ce qui explique la posture que j'ai adoptée dans ce livre dont je vais vous parler. Ensuite, par ailleurs, mais ça n'a rien à voir, Autrement a réédité, m'a demandé de refaire une version de mon Atlas des migrations qui a 20 ans maintenant. Le premier est sorti en 2005 et celui-ci est sorti en avril 2025 avec toute une série de chiffres, mais aussi de cartes, de définitions, de nouvelles thématiques, etc. Dans cette version de 2025, donc 7e édition, et puis un petit livre qu'on m'a demandé aussi chez le Cavalier Blieu, qui a toute une collection qui s'appelle Idées reçues. Ils m'ont demandé d'égrener, mais là j'ai apporté quelques flyers, j'en avais plus beaucoup, d'égrener une vingtaine d'idées reçues sur les migrations et qui sont parmi les plus courantes que j'ai essayé de déconstruire. Donc je vous en donne quelques éléments. C'était mieux avant, du temps des migrations blanches et européennes. Le grand remplacement menace les sociétés occidentales. La croissance démographique du Sud est une bombe migratoire. L'Afrique va nous envahir. La crise des réfugiés est un raz-de-marée sans précédent. La France est un pays de droit du sol. Les frontières sont des passoires. L'Europe délègue la gestion des frontières aux pays de départ et de transit. L'Europe a une politique qui favorise l'appel d'air. Les migrants concurrencent les nationaux sur le marché du travail. L'intégration des migrants est un échec. Les sans-papiers gênent l'intégration de ceux qui sont là. Les femmes migrent contre les hommes. Le développement est une alternative aux migrations. Le changement climatique conduira à une migration de masse. Alors tous ces éléments sont archi faux, on y viendra, mais malheureusement ils circulent beaucoup dans le débat public, un débat qui est marqué par très peu de... j'ai eu l'occasion de l'écrire, notamment dans la revue Esprit, la rencontre entre, je dirais pas le savant, mais le sachant et le politique par les temps qui courent est extrêmement maigre, pour ne pas dire inexistante. Et donc, aujourd'hui, le thème de l'immigration a connu une évolution dans le sens d'une politisation outrancière de cette question, aussi bien en France qu'en Europe, aux États-Unis et ailleurs, ce qui fait que aujourd'hui, la politique migratoire n'a pas pour objectif d'essayer de gérer la réalité, mais surtout de répondre à des sondages d'opinion et à l'avancée des extrêmes droites à la recherche d'électeurs. C'est dans ce contexte que j'ai essayé de faire ce petit livre, à partir de tout d'abord un constat sur le phénomène migratoire, qui est ce constat, c'est le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on a toute une série de crises dans lesquelles, qui ont été identifiées comme telles, mais qui ne sont pas du tout nécessairement des crises, qui ont amené une peur de l'autre et manipulée notamment par les partis d'extrême droite, et également face à cela toute une série de déclarations qui pourraient être rassurantes mais qui malheureusement ne sont pas écoutées. Au début de mon livre, je cite Kofi Annan, qui a été secrétaire général des Nations Unies, qui avait géré
l'idée d'une gouvernance mondiale des migrations, en mettant autour de la table les pays de départ, d'accueil, les associations, les syndicats, etc. Et il dit « La migration est un phénomène naturel et humain. Il est temps de passer des discours aux actes et de construire un avenir meilleur pour tous les migrants. » Ça, c'est Kofi Annan. Et son successeur, M. Gutiérrez, donc, dit « Les migrations ne sont pas un problème à résoudre, mais une réalité à gérer. » Et lui aussi étant secrétaire général des Nations Unies, discours à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2022. Donc, tous ces phénomènes montrent la cassure qu'il y a entre la réalité migratoire et puis les discours d'un certain nombre d'organisations internationales, mais pas seulement, et la façon dont aujourd'hui les réponses sont orchestrées par les politiques publiques avec un certain nombre d'acteurs dont vous faites partie, et moi aussi d'ailleurs, qui sont souvent ignorés du grand public et bien sûr des décideurs, ou méprisés par les politiques qui dénoncent l'immigrationnisme, le droit de l'homisme. Je rappelle que François Héran, que je connais bien, qui a été professeur au Collège de France, normalien, agrégé de philo, directeur d'un département à l'INSEE, puis directeur général de l'INED, puis professeur au Collège de France, a été menacé de mort à travers les cours qu'il a pu faire sur les thématiques de l'intégration. Et puis, on lui a dit qu'il était woke, qu'il était islamo-gauchiste, etc. Je connais un peu François Héran, qui est quand même un homme de culture. Je ne pense pas qu'il corresponde à ces stéréotypes. Donc, voilà le contexte dans lequel on est. Et souvent, il y a une sorte de mépris, si j'ose dire, vis-à-vis de gens qui ont, comme moi et beaucoup d'autres, qui ont 30 ans de recherche derrière eux sur les questions migratoires et qui, bombardés dans des responsabilités, ne regardent que les sondages et la montée de l'extrême droite. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est, politique, si j'ose dire, dans un contexte d'hyper-politisation du phénomène, pas seulement, comme je vous disais, chez nous, mais aussi ailleurs, et également dans un contexte où toute une série d'éléments, disons, ont accru l'impression de mondialisation des phénomènes. L'immigration a augmenté à l'échelle mondiale. Je rappelle 2-3 chiffres, puisque je viens de finir mon atlas. Aujourd'hui, on a près de 300 millions de migrants dans le monde. Ça ne représente que 3,7% de la population mondiale. Les grandes zones d'immigration sont d'une part l'Europe, mais aussi les États-Unis, le Golfe, qui est la 3e destination mondiale, en numéro 4, la Russie, etc. Et surtout, un phénomène qui a beaucoup changé la donne, c'est-à-dire qu'à partir des années 90, qui est la chute du rideau de fer, on a eu un droit de sortie généralisé, c'est-à-dire qu'on a pu sortir de chez soi dans beaucoup de régions du monde où c'était très difficile ou très dangereux pour beaucoup de gens. On a pu avoir un passeport, une généralisation, comme disait Georges Tapinos, qui était un professeur d'économie à Sciences Po avec qui j'ai travaillé, généralisation de l'accès au passeport presque partout, non seulement de l'ex-URSS, mais de la Chine, de beaucoup de pays du Sud qui ont compris qu'ils avaient plutôt intérêt à faire partir les gens et les laisser circuler plutôt que les garder chez eux si vous voulez garder le pouvoir pour eux. Donc on a eu un droit de sortie, mais en même temps que ce droit de sortie, le droit d'entrée est devenu de plus en plus difficile. C'est-à-dire que c'est dans cette période qu'on a mis en place le système des visas, il ne faut pas l'oublier, pour l'Europe en 1986 avec le passeport européen, que l'Europe s'est barricadée dans le système de Schengen, dans un système de contrôle renforcé des frontières extérieures de l'Europe, qui était imaginé comme équilibrant la libre circulation intérieure des Européens, et tous ces instruments dont on parle de temps en temps et qui coûtent très cher aux contribuables que nous sommes tous. Frontex, par exemple, qui a été créé en 2004, premier budget 6 millions d'euros. Aujourd'hui, le budget de Frontex, c'est 900 millions d'euros annuels. Donc le coût du contrôle est très élevé. D'autres instruments, le système d'information Schengen, c'est-à-dire la digitalisation
avec Eurodac des données sur les demandeurs d'asile, les sans-papiers et les gens qui sont pénalement condamnés, le tout dans le même sac, si j'ose dire. Les autres systèmes de contrôle des frontières externes autour de la frontière espagnole, le système intégré de vigilance externe notamment, et beaucoup d'autres instruments et des politiques que certains appellent diplomatie des migrations, qui consiste à conclure des accords pour renvoyer les gens chez eux. On a été en plein débat récemment avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet, sachant qu'on ne peut pas bien sûr renvoyer tout le monde comme ça impunément, puisqu'il faut que le pays d'origine, qui est souverain sur son territoire, accepte que les personnes soient reprises. Et puis donc des accords de ce qu'on appelle de reconduction à la frontière, des accords de containment, c'est-à-dire ce qu'on fait nous d'ailleurs à l'égard du Royaume-Uni, ce qui est une anomalie curieuse, un accord conclu du temps de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. En fait, on fait le boulot, si j'ose dire, qu'on demande à faire au pays du Sud, qui n'est pas très drôle, qui est d'empêcher les gens de quitter leur territoire. Le containment à côté, mais aussi pour les pays du Sud, on demande aussi de reprendre les indésirables. Donc ça, toute cette agitation diplomatique fait partie aujourd'hui de la diplomatie tout court, même que les pays d'immigration mènent à l'égard des pays d'émigration. Ces pays d'émigration, du fait du système du contrôle des frontières, deviennent à leur tour des pays d'immigration vis-à-vis d'autres pays plus lointains, et des pays de transit. C'est le cas des pays du Maghreb, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de toute une série de pays qui sont autour de nous, mais aussi du Mexique avec l'Amérique centrale, etc. Donc on a un droit de sortie généralisé, déjà orchestré par toute une série d'accords internationaux, la Convention de Genève, notamment sur l'asile, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'a pas de valeur juridique, mais qui donne un peu le décor, si j'ose dire, plus des textes philosophiques sur le droit à la mobilité comme droit de l'homme pour le XXIe siècle, et en même temps un droit d'entrée qui s'est rétréci, alors que dans le passé, antérieur aux années 90, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire beaucoup avaient du difficulté à sortir de chez eux, de régimes divers, mais quand ils arrivaient, ils étaient plutôt bien accueillis. Ça a été le cas des Vietnamiens, ça a été le cas des Chiliens, ça a été le cas de toute une série de gens qui étaient des victimes de conflits, parce qu'on considérait qu'il fallait donner une bonne image, soit de l'Occident, soit de la protection de leurs droits contre des dictatures, etc. Donc on avait un droit de sortie difficile, mais un droit d'entrée relativement plus facile, avec l'immigration de travail aussi. Les gens se faisaient assez facilement régulariser parce qu'on manquait de main-d'œuvre dans les pays européens. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Le droit de sortie est devenu beaucoup plus facile et le droit d'entrée beaucoup plus difficile. Ça, c'est le contexte général. Là-dessus, se sont, ajoutés toute une série de contextes plus récurrents de mondialisation des migrations. Les migrations, aujourd'hui, elles se sont mondialisées, c'est-à-dire qu'en fait, tous les pays du monde, ou presque, sont concernés par cette histoire migratoire, cette dynamique migratoire, partout, de façon diverse, et favorisée aussi par les facilitations de circulation, par les réseaux Internet, télévisuels, etc., par l'urbanisation galopante de la planète qui favorise aussi l'envie de bouger, l'exode rural massif dans les pays du Sud. Tous ces phénomènes vont dans le sens d'une aspiration à la mobilité qui est considérée souvent au Sud comme une forme de modernité. Donc, et on est dans un contexte étonnant. Si on était Montesquieu, on se dirait quand même comment se fait-il qu'on est sur une planète où le nord de la planète impose au sud de rester chez lui. C'est ça le contexte, hein, c'est ça le contexte. Le nord, qui bouge beaucoup, on en fait tous partie, impose au sud de rester chez lui avec des visas. On veut qu'ils reviennent chez lui avec des politiques de retour qui ont des résultats très limités. On veut faire du développement pour mettre fin aux migrations, alors que la migration, elle rapporte beaucoup aux pays du Sud. D'une part, c'est un élément d'ouverture sur le monde, mais aussi beaucoup d'argent est envoyé par les migrants,
les migrants sont les principaux acteurs du développement à travers les transferts de fonds. Aujourd'hui, c'est 670 milliards de dollars annuels qui sont envoyés par les migrants dans leur pays d'origine. C'est plus que 3 fois l'aide publique au développement. Donc en fait, le principal acteur du développement local, familial, c'est le migrant. Donc tout ça est assez contradictoire. Ces migrations qui sont mondialisées, elles sont en même temps régionalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai à peu près partout dans le monde, il y a plus de migrants dans une région donnée qui viennent de cette région. Par exemple, si vous prenez l'Amérique du Sud, la plupart des migrants d'Amérique du Sud, ils viennent d'Amérique du Sud, ce qui n'était pas le cas dans le passé, parce qu'il y en a eu beaucoup d'Européens, des Italiens, des Allemands, etc., qui sont venus en Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, la plupart des migrants en Amérique du Sud, c'est des gens des montagnes, si j'ose dire, des Péruviens, des Colombiens, des Équatoriens, qui vont dans des pays comme les Boliviens, comme l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, le Brésil, etc. Donc ça, c'est un phénomène qu'on trouve à peu près partout. Et dans les grandes crises de réfugiés qu'on a eues dans le monde depuis les années 80, la plupart de ces réfugiés se sont réfugiés dans le pays d'à côté, moins dangereux, moins coûteux. Par exemple, la plupart des Afghans sont allés en Iran et au Pakistan. Et c'est pourquoi ceux qui se trouvent à Calais se retrouvent connaître très très bien les Pakistanais, surtout s'ils veulent entrer sur le marché du travail au Royaume-Uni. Mais c'est vrai aussi pour les Irakiens qui sont allés en Syrie, les Syriens qui sont allés en Turquie, pour 4 millions d'entre eux, et au Liban, etc. Donc ce phénomène de mondialisation, il se conjugue avec la régionalisation, et c'est vrai aussi pour l'Europe. Aujourd'hui, 33% des migrations en Europe sont des Européens, ce qu'on a tendance à oublier fortement, et le reste vient de la rive sud de la Méditerranée. En numéro 1, les Turcs, 4,5 millions de Turcs en Europe. En numéro 2, les Marocains, qui aujourd'hui sont proches de 4 millions dans les pays européens. Donc ça, c'est le contexte, si je veux dire. Alors des éléments nouveaux sont venus s'ajouter à ce tableau, si j'ose dire, qui sont le fait que, d'une part, on a eu le fait que l'Europe est un continent qui a beaucoup de mal à s'accepter, à la différence des États-Unis. Je ne parle pas de la période Trump, dont on pourra dire un mot après, mais les États-Unis, le Canada, l'Australie et quelques autres, beaucoup de pays d'Amérique latine se considèrent comme des pays d'immigration, d'installation. Alors que l'Europe a toujours considéré que l'immigration, c'était une migration de travail qui n'avait pas vocation nécessairement à perdurer sur le continent européen. D'où une certaine illégitimité dans l'esprit des gens du phénomène migratoire, parce qu'ils considèrent que l'Europe, qui était un grand continent de départ, il ne faut pas l'oublier, ne devrait pas devenir un continent d'immigration, d'installation, comme elle l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est un phénomène qui rend difficile aussi le débat et qui est exploité, bien sûr, politiquement. Parmi les crises qui sont survenues dans notre contexte, donc, on a eu des mouvements de réfugiés particulièrement forts ces derniers temps, puisqu'on a eu environ 6,5 millions de gens qui ont quitté l'Afghanistan. Certains sont revenus, repartis. C'est quand même des chiffres très importants pour un pays d'environ 22 millions d'habitants. Pour la Syrie, on a eu on est allé jusqu'à 6 millions de Syriens, puisqu'il y en a eu 1 million qui est allé au Liban, 4 millions en Turquie et 1,2 million qui ont été accueillis en Europe, notamment pour 1 million en Allemagne, par exemple. On a eu également, parmi les gros chiffres à l'échelle mondiale, le Venezuela. Le Venezuela, c'est à peu près 6 millions de personnes qui ont quitté le Venezuela pour aller surtout en Colombie et éventuellement un peu au Brésil, un peu en Espagne. Ensuite, on a eu également, dans les périodes récentes, donc le Soudan, dont on parle peu, mais qui est 7 millions de personnes ont quitté leur domicile. Ils ne sont pas tous sortis de leur pays, mais une grande partie en sont sortis pour aller errer, si j'ose dire, en Égypte, au Tchad, dans les pays voisins, comme l'Ouganda.
Ensuite, on a eu beaucoup d'autres crises, l'Irak, etc. Tous ces phénomènes donc se sont accumulés, et puis la crise ukrainienne. Donc aujourd'hui, on a à peu près 7 millions de gens qui ont quitté leur maison. Pour l'essentiel, ils ont commencé à se réfugier en Pologne, et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a le plus d'Ukrainiens en Europe. En France, on n'a accueilli que 4% d'Ukrainiens. Autre élément, autre que les réfugiés, les déplacés environnementaux. C'est un phénomène dont on parle souvent pour demain, mais c'est un phénomène qui existe déjà aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de statut pour l'instant, et beaucoup de gens qui sont des déplacés environnementaux essayent de candidater autour du statut de l'asile, même si souvent ça leur est refusé. On les appelle les réfugiés feux de brousse, à l'OFPRA par exemple, hein. Mais c'est un phénomène qui vient se conjuguer très souvent avec l'instabilité politique dans leur pays, l'absence d'espoir, etc. Et aussi, toujours dans le même contexte, les tentatives de l'ONU, justement, pour essayer de résoudre ces questions en proposant la gouvernance mondiale des migrations, signée par 169 pays. On a l'impression aujourd'hui que beaucoup de ces pays qui ont signé le pacte de Marrakech, ce qu'on appelle 2018, se sont assis dessus et l'ont oublié, parce qu'aujourd'hui, le sous-titre du pacte de Marrakech, c'est pour une migration sûre, ordonnée, régulière. On en est très loin aujourd'hui. Alors, les 3 termes de mon livre, hein, initialement, j'avais mis les 3 I, indifférence, indignation, inhumanité. Ils ont préféré déshumanisation chez l'éditeur, mais ils reprennent en fait des termes qui ont été employés par les acteurs clés, si j'ose dire, du débat. Et pour l'indifférence, donc, il y a beaucoup de phénomènes qui se sont produits dans une très grande indifférence aujourd'hui, par opposition, si j'ose dire, à ce qui se passait, par exemple, dans les années 70-80. Je me souviens des années, la circulaire Marcellin-Fontanet en France, qui voulait mettre fin aux régularisations de sans-papiers. Ça avait soulevé une sorte d'indignation dans un éventail politique très large, qui allait des catholiques de gauche, comme on disait à l'époque, jusqu'à, disons, des mouvements plutôt conservateurs, mais qui étaient très axés sur la dimension de la charité à l'égard des migrants. Donc on avait, et bien sûr les syndicats, toute la gauche de l'époque était derrière l'opposition à la circulaire Marcellin-Fontanet, par exemple. Aujourd'hui, c'est très différent. Moi, j'aurais tendance à dire que en France, le déclic, il s'est passé à partir du succès du Front National aux élections municipales de Dreux, quand Jean-Marie Le Pen, son parti, a gagné les élections, et que lui avait eu l'idée, à un moment avant les élections, d'ajouter à son programme, qui était Vichy, l'Action française, l'OAS, la guerre d'Algérie, la question migratoire. Avant, il n'y avait pas beaucoup de portage politique par un parti de la question migratoire, et comme il s'est aperçu que ça marchait, eh bien, il a embrayé là-dessus. Son think tank, le Club de l'Horloge, a publié en 1900, avait fait plusieurs ouvrages en 85, et notamment un numéro du Figaro Magazine qui était sorti à cette époque, en 85, Serons-nous encore français dans 30 ans? Alors les 30 ans sont passés, j'ai l'impression qu'on est encore français, mais la photo de couverture, c'était une Marianne voilée et un texte de Jean Raspail qui décrivait un débarquement subi sur la côte d'Azur de gens qui venaient du Bangladesh, c'est un pays où il y a une grande densité de population, et qui venaient envahir notre beau pays. Également, d'autres éléments de ce contexte, donc, c'est l'indifférence précisément avec laquelle beaucoup de phénomènes qui sont du quotidien sont reçus. Je cite dans mon livre le pape François, parce qu'il a employé ce terme de l'indifférence dans son voyage à Marseille en 2023, et il dit donc que la Méditerranée, qui était le Mare Nostrum, devient le Mare Mortuum. La Méditerranée, berceau de la civilisation, se transforme en tombeau de la dignité. Il parle de responsabilité européenne face au phénomène migratoire,
et il dénonce ainsi l'indifférence avec laquelle sont reçus ces migrants qui risquent leur vie et alors qu'ils n'envahissent pas, dit-il, ils cherchent l'hospitalité, ils cherchent la vie. Le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps. Donc, voilà, deux mots ont résonné, dit-il, invasion et urgence. Il rappelle qu'il ne faut pas s'enfermer dans l'indifférence. Il dénonce le fanatisme de l'indifférence et considère le sauvetage en mer comme un devoir d'humanité. Une de ses premières missions, ça avait été d'aller voir les gens qui arrivaient à Lampedusa quand il a commencé sa période papale. Donc, bon, il n'y a pas que lui, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui ont dénoncé cela. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les morts en Méditerranée, c'est devenu banal. Hein, c'est devenu banal qu'on annonce des débarquements de gens qui ont vécu. Il y a un film très beau qui s'appelle de Matteo Garonne et qui s'appelle Moi Capitaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, et on voit ce que subissent des jeunes Sénégalais qui ont décidé de quitter leur pays en traversant la Libye, hein, avec les gens qui tombent du camion sont abandonnés dans le désert, les autres sont battus, réduits en esclavage parfois, violés bien sûr, et mis en prison dans certains cas, et ensuite, comme la vie en Libye étant impossible, donc une seule aspiration, c'est de traverser la Méditerranée, ce qui devient très dangereux également, compte tenu des conditions dans lesquelles ça se passe. Et on a tous les ans environ 3000 morts en Méditerranée aux portes de l'Europe. Donc c'est le résultat de ces politiques de visa dont je parlais et de la façon dont les candidats au départ contournent cette politique qui fait bien sûr la richesse des passeurs. Donc voilà quelques éléments. Parmi ceux qui ont aussi dénoncé l'indifférence, Angela Merkel, quand elle a accueilli les réfugiés dans la crise d'hospitalité en Europe de 2015, elle a dit qu'elle accueillerait 800 000 Syriens et finalement il y a 1 million de personnes, pas seulement des Syriens, mais aussi des Irakiens, des Afghans qui sont arrivés à cette époque en Allemagne. Et alors que là, il y avait eu des quotas qui avaient été définis pour les pays européens, la France devait en accueillir en fait 35 000, elle n'avait même pas rempli le quota puisque l'essentiel, le million est arrivé en Allemagne et les 200 autres milliers se sont répartis entre les différents pays européens. Donc il y avait une certaine éthique sans doute qu'on ne pouvait pas laisser les demandeurs d'asile dans cette situation et il y a eu aussi une réaction des Allemands qui ont accueilli souvent dans leur famille avant que des systèmes d'accueil soient mis en place, orchestrés par les mairies, un système tournant pour les nouveaux arrivés avant que ne soient construits des lieux adéquats. Je me souviens de photos télévisuelles sur les accueils dans les gares, des draps tendus dans l'ancien aéroport de Göring et d'Hitler de Tempelhof à Berlin pour les familles qui arrivaient, etc. Elle prenait des risques politiques pour sa majorité. Après, elle a dit qu'elle avait peut-être trop accueilli. Enfin bref, ensuite, il y a eu un attentat à Cologne de quelqu'un qui était entré parmi les réfugiés, mais sur 800 000 ou près d'1 million, c'est pas énorme, même si ça a des résultats dramatiques. Et donc, en fait, je pense qu'elle a quand même marqué par la différence de sa posture vis-à-vis de beaucoup d'autres pays européens. Entre-temps, donc, la politique européenne, dans ce contexte, n'a pas beaucoup bougé, elle s'est plutôt durcie. Il y a un pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été adopté, dans une très grande indifférence également, parce qu'il a mis 4 ans à être finalement défini. Et ce pacte, il ne parle que de l'asile, mais pas de l'immigration. Si on traite que de l'asile sans traiter de l'immigration, on ne résout pas grand-chose parce que les deux sont liés. Pourquoi est-ce qu'il y a une montée aujourd'hui des demandeurs d'asile? Parce que l'immigration de travail est fermée pour le plus grand nombre. Si on rouvrait plus l'immigration de travail, dans un contexte où on a des pénuries de main-d'œuvre, des métiers en tension, des soucis démographiques en Europe, eh bien, l'immigration est curieusement fermée, sauf pour les très qualifiés, y compris pour les demandeurs d'asile, d'ailleurs, qui ne peuvent pas travailler, surtout en France, sauf
cas exceptionnel, parce que c'est refusé par les préfectures pour pas que ça puisse faire de l'effet d'appel. Et donc, le résultat de tout cela, c'est finalement non seulement les morts aux frontières, mais les politiques de pushback, par exemple, comme on a vu en Méditerranée, toujours dans l'indifférence. Je rappelle que le directeur général de Frontex, M. Leggeri, a été remercié par la Commission européenne pour avoir pratiqué des pushbacks suivis de morts en Méditerranée, entre la Grèce et la Turquie, et qu'il a été élu numéro 3 au titre du Rassemblement national, aujourd'hui comme élu européen. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve, avec un double standard qui a été pratiqué à l'égard des Ukrainiens, puisqu'ils ont eu un accueil dont on pourrait rêver pour les autres. Tout ce qui n'était pas accessible pour les autres est devenu accessible pour les Ukrainiens. On peut bien sûr s'en réjouir, même s'ils n'ont pas eu un statut de réfugié. Ils ont eu une protection temporaire à renouveler, mais ils ont eu accès à tous les droits, comme ont eu d'ailleurs les Vietnamiens, etc., et d'autres réfugiés dans le passé, c'est-à-dire une prise en charge, y compris pour se loger, pour les cours de langue, pour l'aide à l'insertion professionnelle, et tout ce qui n'était pas possible pour les autres, qui doivent attendre des années avec quand même 65% de chances d'avoir un refus d'asile, est devenu possible pour les Ukrainiens, parce qu'il fallait montrer, ce qui est une bonne chose, qu'ils pouvaient donc se réfugier dans des conditions acceptables dans d'autres pays européens, qui se sont produits récemment, dans un contexte aussi d'indifférence vis-à-vis de quantité de citoyens précaires et de sans-droit, qui sont le produit des politiques publiques. C'est-à-dire, si on a 65%, aujourd'hui le taux de reconnaissance de l'asile, c'est autour de 35%, avec des chiffres plus élevés pour certaines nationalités, pour les Afghans ou pour d'autres, les Afghanes surtout, ça veut dire qu'on fabrique 65% de gens qui sont déboutés du droit d'asile, qui ont des chances de recevoir une obligation de quitter le territoire français. Le ministre de l'Intérieur s'agitant beaucoup sur cette question. Et puis des tas de gens qui sont des précaires, si j'ose dire, notamment les mineurs isolés non accompagnés, pour lesquels les politiques d'accueil, malgré une convention de 1989 sur les droits de l'enfant, ne suivent pas, dans la plupart des cas, parce qu'il ne faut pas attirer. Et aussi dans les communes, pour les gens qui sont installés depuis plus longtemps, en France notamment, depuis 40 ans, un débat sur le droit de vote local et l'éligibilité des non-européens qui n'a pas bougé, parce que, alors que dans certaines communes, la légitimité d'un certain nombre de maires peut être un peu fragilisée si la moitié de la population est constituée d'étrangers non communautaires. Voilà un petit peu le paysage, si j'ose dire, dans lequel se trouve l'indifférence. Si on en vient à l'indignation, là on change un petit peu de public, si j'ose dire, parce que l'indifférence, j'aurais tendance à dire, c'est l'opinion publique moyenne qui constate ce phénomène finalement sans beaucoup réagir. Ceux qui réagissent, ce sont souvent les associations qui, eux, se sont mobilisés depuis des années sur les thématiques migratoires, dans un mouvement de colère vis-à-vis d'une situation jugée injuste et indigne. Et on a toute une série de motifs d'indignation qui, aujourd'hui, peuvent effectivement justifier ces mobilisations collectives, sachant que beaucoup de ces acteurs sont parfois considérés comme presque des délinquants. Il ne faut pas oublier que des gens qui ont accueilli, comme le mouvement Utopia 56 à Calais et quelques autres, et ceux de l'auberge des migrants à Briançon, parfois ont été, disons, inquiétés par la justice pour leur accueil vis-à-vis des migrants, la police défaisant chaque jour ce qu'ils avaient essayé de construire parce qu'il ne fallait surtout pas attirer, et puis des grandes affaires qui ont été médiatisées, comme l'affaire Cédric Héroux, un agriculteur de la vallée de la Roya qui n'aidait pas à passer la frontière, ce qui serait illégal, mais qui accueillait, ce qui était tout à fait légal, des gens qu'il rencontrait sur son chemin, sur sa route, pour leur empêcher de dormir dehors, donc qui a été condamné en appel. Et finalement, c'est la Cour de cassation qui a décidé qu'au nom du principe de fraternité,
il ne pouvait pas être condamné. Même condamnation en Italie avec le maire de Riace, qui est une commune de Calabre, et Domenico, je ne sais plus son nom, mais ça va me revenir, je l'ai rencontré une fois, et donc il a été lui aussi, disons, condamné en appel. Et il a finalement, aujourd'hui, comme il était très connu, ils n'ont pas pu aller plus loin en Italie malgré le gouvernement de Madame Meloni, et il est aujourd'hui élu au Parlement italien. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. On ne sait plus très bien où se trouve finalement la justice par rapport au contexte actuel. D'autres affaires, des affaires dramatiques qui portent quand même la responsabilité de l'Europe. Par exemple, ça c'est de Domenico Lucano, voilà, l'Italie. L'affaire Aylan Kurdi, un jeune enfant de 3 ans mort sur la plage en 2015 de Bodrum, dont les parents avaient essayé de fuir la Syrie pour arriver en Grèce. Je rappelle que la Syrie puis la Turquie, parce que la Turquie n'a pas signé, elle a signé la Convention de Genève, mais elle n'a jamais signé l'élargissement de la Convention de Genève au monde entier en 67. Donc l'essentiel des gens qui ont été accueillis par la Turquie, plus de 4 millions de personnes, ce qui est quand même beaucoup à la demande de l'Europe depuis un accord de 2016, ne peuvent pas avoir le statut de réfugié. Donc ceux qui quittent et considèrent qu'il n'y a plus aucun espoir ni en Afghanistan ni en Syrie, veulent le statut de réfugié de la Convention de Genève. Donc ils veulent aller en Grèce et ils ont été extrêmement mal accueillis sur des îles proches de la frontière turque. Et c'était le cas de cette famille, du petit garçon de 3 ans. Et les gens se sont dit, finalement, il ressemble beaucoup à nos petits-enfants de 3 ans, donc c'est quand même la responsabilité de l'Europe d'avoir ce genre de drame sur la plage fortement médiatisé. Un autre exemple de ces affaires, si j'ose dire, avant il y avait l'affaire très connue de l'église Saint-Bernard, dont vous vous souvenez peut-être, c'était au moment où il y avait une mobilisation de sans-papiers qui était en partie, disons, suivie par Stéphane Hessel. Ces sans-papiers subsahariens s'étaient réfugiés après plusieurs endroits dans l'église Saint-Bernard à la Goutte d'Or. Et la police, à 26 août 1996, est entrée à la hache dans l'église, ce qui a frappé quand même une partie de l'opinion publique, surtout que le 26 août, c'est l'anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. Donc c'était assez malencontreux, si j'ose dire. Et puis d'autres éléments, Saint-Brévin-les-Pins, par exemple, et quelques autres communes en Bretagne, où l'État a installé des centres d'accueil de demandeurs d'asile, donc ce n'est même pas les maires qui ont voulu les installer, c'est l'État, mais il y a eu des fachos fâchés qui sont venus brûler la voiture du maire, sa maison bien sûr, et ensuite les associations avaient organisé dans l'indignation un grand colloque avec 450 personnes, et pour la première fois je suis allée à un colloque qui était défendu par les CRS et par la police pour essayer d'empêcher les trublions d'extrême droite qu'ils ont trouvé après, armés de couteaux, bien sûr, après la fin du colloque, pour essayer d'en découdre avec les participants à cette rencontre. D'autres facteurs d'indignation, les camps, on a des quantités de camps dans le monde. L'anthropologue Michel Agier a beaucoup écrit sur, dans un monde de camps, ces différents camps, mais certains sont particulièrement significatif. Alors Calais, c'est récurrent parce que Calais sera toujours en face de Douvres, ça fait quoi qu'il en soit. Donc ceux qui arrivent, qui ont traversé à pied, quand j'en avais rencontré, quand j'avais fait l'exposition Frontières au musée de l'immigration, c'était un jeune qui était venu à pied d'Afghanistan à l'âge de 16 ans, eux ils ont comme idée d'aller en Angleterre parce qu'ils souvent ils sont réfugiés d'abord au Pakistan, et en Angleterre, si on a réussi à passer la frontière, il n'y a plus de contrôle d'identité, c'est interdit par l'habeas corpus. En France, la Cour des comptes l'an dernier avait révélé qu'il y avait eu 47 millions de contrôles d'identité pendant l'année 2024. On peut se demander quelle est l'utilité de ces contrôles d'identité à répétition qui pointent les plus visibles, si j'ose dire, mais en Angleterre, c'est pas possible.
Donc c'est prisé d'aller en Angleterre, il y a le mythe du self-made man, etc. Et Calais continuera à se reconstituer tant que les accords du Touquet ne seront pas dénoncés par la France, parce qu'on fait on est les humbles serviteurs, si j'ose dire, comme dit François Héran, pour le Royaume-Uni, du contrôle de leurs frontières. Donc c'est quand même assez surprenant contre une contrepartie qui n'est pas connue. Moi, je n'ai jamais vu nulle part. J'ai essayé d'interroger des députés, des sénateurs, etc. Là-dessus, j'ai jamais eu de réponse très précise sur la contrepartie pour laquelle on avait accepté de faire ce travail qui ruine les gens de la région, qui ont souvent eu des maisons détruites pendant la guerre, indemnisées modestement pour leur reconstruction, qui ont des maisons qui valent plus rien parce qu'ils sont aux yeux de tout le monde à côté des Afghans, pour Sangatte par exemple, et pour Calais aussi, ce qui fait monter aussi l'extrême droite bien sûr dans cette région, etc. Tout ça est assez dramatique. Mais il y a beaucoup d'autres camps qui ont été aussi dénoncés et qui ont soulevé l'indignation, notamment les îles grecques, Lesbos par exemple. Lesbos, c'est une île du Dodécanèse tout à fait proche de la côte turque, d'ailleurs avant c'était turc, c'est devenu grec, et les conditions de vie à Lesbos, notamment dans le camp de Moria, se sont enlisées avec des morts et des situations, notamment l'hiver, dans la boue tout à fait dramatique pour les familles, et avec une hospitalité qui n'était pas nulle de la part des Grecs, mais qui s'est dégradée au fur et à mesure que la situation empirait avec les nouvelles arrivées sur ces îles. Alors, elle était fermée, maintenant le camp s'est déplacé vers Samos et Kos, qui est voisin, mais c'est toujours, il n'y a rien de nouveau, si j'ose dire, sous le soleil en la matière. D'autres camps, bien sûr, sont très connus. Le camp de Cox's Bazar, c'est le camp où se réfugient les Rohingyas. Les Rohingyas, c'est un système, le monde devrait se mobiliser un peu là-dessus. C'est des gens qui sont de culture musulmane, qui viennent du Birmanie. Et la Birmanie a défini sa constitution à partir des ethnies qui, aux yeux de la Birmanie, constituent le pays, la population, mais ces musulmans Rohingyas n'en font pas partie. Donc eux, ils errent entre la Birmanie et le Bangladesh voisin, qui est un pays musulman, mais toléré vaguement, sur une île, donc à Cox's Bazar, dans le plus grand dénuement, et ils sont apatrides. Aujourd'hui, on a encore 6 millions d'apatrides dans le monde, la moitié sont des Rohingyas, donc en la matière. Ensuite, on a beaucoup d'autres phénomènes qui pourraient continuer à indigner, et notamment l'utilisation de l'immigration pour mener une sorte de diplomatie. Le migrant devient un otage d'une diplomatie nouvelle, si j'ose dire. On a vu ça avec notamment le phénomène de Biélorusse, avec la frontière polonaise, la Biélorussie qui était mécontente de la façon dont l'Europe a décrit l'évolution du pouvoir dans ce pays, avait massé contre la frontière européenne, en Pologne, des arrivées qu'elle avait orchestrées de Kurdes, d'Irakiens, etc., en leur promettant l'entrée dans l'Europe, et puis les gens ont été bloqués à la frontière polonaise. Il y a eu des morts, bien sûr, pendant l'hiver. Il y a un film qui est sorti là-dessus, qui s'appelle Green, sur la forêt, Green Border. Voilà, Green Border, qui montre les conditions dramatiques dans lesquelles se trouvaient les gens en 2021. Autre exemple, entre le Maroc et l'Espagne, en permanence, il y a les barrières des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, qui ont été construites par l'Union européenne en 1999, et le Maroc a pour mission bien sûr, d'empêcher les gens de partir, ce que nous on fait à Calais pour ceux qui veulent aller en Angleterre. Donc le Maroc a cette mission, et de temps en temps, il y a des attaques de ces grillages, et comme l'Espagne avait accueilli, pour des raisons médicales, un militant du Front Polisario, donc qui défend l'autonomie du Sahara occidental, alors que le Maroc considère que c'est un Sahara marocain, eh bien, ils ont ouvert les grillages pour les Marocains qui voulaient partir en Espagne l'été, en protestation contre le fait que l'Espagne ne reconnaissait pas la marocanité du Sahara occidental, et donc il fallait les ennuyer avec l'arrivée de sans-papiers qui venaient donc du Maroc.
Ensuite, bon, il y a des exemples comme ça, il y en a des quantités. Hein. La Turquie a utilisé aussi le fait qu'elle avait une position stratégique à l'égard de l'Europe en verrouillant l'est de la Méditerranée. Donc, elle a demandé 6 milliards d'euros plus à l'Europe pour l'accueil de 4 millions, ce qui est beaucoup d'ailleurs de Syriens, mais aussi des éléments qui n'ont pas été acceptés, comme l'allègement des visas pour les Turcs et également la nouvelle candidature de la Turquie à l'Union européenne, donc furieuse. Elle avait, au début de la crise de la Covid en 2020, affrété des bus pour tous ceux qui voulaient aller en Grèce, donc partant d'Istanbul. Après, elle a dû refermer la frontière, mais une partie d'entre eux sont arrivés au cours de janvier 2020, par exemple, janvier-février 2020. Donc on a toute une série d'aspects comme ça qui peuvent indigner, si j'ose dire, en utilisant comme otage les migrants d'une diplomatie qui leur échappe. Et puis aussi, toujours dans l'indignation, la façon dont on pratique le droit d'asile. Aujourd'hui, on est respectueux de la Convention de Genève, sauf qu'elle est interprétée de plus en plus sévèrement. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que 100% des Chiliens ont obtenu l'asile quand ils l'ont demandé en 1973, que 99% des Vietnamiens ont obtenu le droit d'asile après la crise en 1975, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sévère et surtout, il y a des sortes de sélections qui se font selon peut-être l'imaginaire des juges de l'asile, puisque 10% des Africains ont des chances d'obtenir l'asile, quand 65% des Afghans ou des Syriens ont obtenu le droit d'asile dans notre pays, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'éléments sur ça. Ça a été étudié par une chercheuse qui s'appelle Karen Akoka. Et donc, on ferme les yeux un peu sur toute une série de phénomènes qui peuvent paraître un petit peu étranges. Je ne vais pas en rajouter sur l'indignation, mais je voudrais quand même dire qu'on peut se demander si on est encore parfois en état de droit dans toute une série d'autres pratiques des préfectures. Les préfectures, surtout en France, sont dans l'empire du discrétionnaire. Par exemple, une directive européenne de 2014 qui dit que les demandeurs d'asile ont le droit d'accéder au marché du travail. En France, c'est systématiquement refusé pendant les 6 premiers mois par les préfets, qui, de façon discrétionnaire, peuvent, mais en général refusent, donner l'accès au droit du travail aux demandeurs d'asile, parce qu'on ne veut surtout pas favoriser l'appel d'air. L'appel d'air, c'est une sorte d'idéologie qu'on retrouve dans les bureaux des administrations, considérant que les migrants sont mieux servis que les nationaux. Donc, pour ne pas favoriser l'appel d'air, le pouvoir discrétionnaire des préfets est très important, surtout en ce moment, notamment pour refuser le travail aux demandeurs d'asile, alors qu'une directive européenne dit le contraire, et d'autre part, pour refuser les régularisations. Récemment, dans une circulaire Retailleau, il a été dit qu'il faudra attendre 7 ans pour se faire régulariser. Dans un contexte où on a des pénuries de main-d'œuvre, etc. Et en attendant, les gens peuvent être reconduits chez eux, bien sûr, ou alors travailler dans des conditions extrêmement précaires, en ramenant les murs, surtout en ne se faisant pas contrôler dans un contexte où on adore les contrôles d'identité, comme je viens de vous le dire. Donc voilà un petit peu très rapidement les motifs d'indignation. Et pour monter un cran dans ce domaine, il y a l'inhumanité. Ce terme, il a été, alors l'indignation, je rappelle que c'était un terme de Stéphane Hessel. Il avait fait un petit livre qui s'appelait Indignez-vous. Il y avait eu beaucoup de succès, qui était une conférence qu'il avait donnée, qui avait été publiée. Et donc, il a décliné un peu, pour toute une série de sujets, cette thématique de l'indignation. L'inhumanité, c'est un terme qui a été employé par le représentant des Nations Unies, donc Filippo Grandi, le directeur général de l'ONU, lors d'une conférence qu'il avait donnée l'an dernier à Paris, et il parle d'inhumanité, donc le directeur général du commissariat aux réfugiés des Nations Unies, lors d'une conférence donnée à Paris le 1er mars 2024. Il rappelle que l'inhumanité est souvent légitimée par des groupes qui violent les droits de l'homme, prenant l'exemple du Nicaragua, du Myanmar, de l'Afghanistan, des formes de violence à l'égard des femmes, des inégalités ignorées, de la criminalisation
qui se substituait à l'État en Amérique latine et ailleurs. Il parle de l'inhumanité par négligence, de brutalité online et de l'impact de l'inhumanité sur les attitudes humaines, car elle crée des vulnérabilités, comme à Gaza, qu'il avait déjà cité l'an dernier. Et il observe depuis le HCR un long catalogue d'inhumanité en Ukraine, des enfants et des mères traumatisés, au Soudan des forces militaires qui détruisent le pays, au Congo 30 ans de guerre, avec 120 millions de réfugiés dans le monde, il y aurait-il une place pour la négociation. 90% des réfugiés, il ne faut pas l'oublier, proviennent de pays pauvres. Ils recherchent des valeurs de paix et de sécurité, a-t-il rappelé, et ont connu des pushbacks, donc aussi en mer. Donc il appelle à reconnaître la complexité des motifs qui poussent les gens à candidater comme réfugiés et à surtout leur reconnaître, s'ils n'ont pas le statut, une régularisation, car ils peuvent contribuer à l'économie des pays d'accueil et trouver la sérénité et la paix ailleurs que chez eux. Alors il y a beaucoup de crises qui donc justifient, si j'ose dire, les thématiques qu'il a employées. Inhumanité, il y aura des quantités d'exemples. Hein. J'ai cité les choses les plus incompréhensibles, si j'ose dire, d'inhumanité dans notre contexte, notamment la question des mineurs isolés. Hein, j'insiste là-dessus. C'est dans un jury de thèse récent et beaucoup dorment dehors, en fait, malgré le fait qu'on a signé en France et dans beaucoup de pays européens la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant, parce que les préfets ne veulent pas des faits d'appel. C'est toujours pareil. Moi, je suis allée parfois faire des conférences dans des associations en région, comme on dit, et ils dormaient dehors, ils dormaient dans le bus jusqu'à la fermeture de la ligne de bus vers 1h du matin. Ensuite, ils allaient devant la gare fermée jusqu'à 4h du matin. Ensuite, quand la gare ouvrait, ils entraient dans la gare. Ça, c'est un phénomène qu'on trouve, c'est banal, si j'ose dire. Hein. C'est banal, mais c'est quand même étonnant. Est-ce que l'idéologie du contrôle mérite qu'on laisse dormir dehors des enfants ou des mineurs? Ça, c'est un vrai problème, je pense, éthique qui se pose dans les politiques publiques, mais ça ne gêne pas grand monde, hein, si j'ose dire. Ensuite, un autre cas, Mayotte. Mayotte et les Comores. C'est le terme, mais je crois que c'est indémerdable. Jamais on pourra résoudre ce problème parce que Mayotte, c'est une des îles des Comores qui a voté pour rester française en 1975. Et en fait, sous la pression, parce que Giscard d'Estaing était étonné, qui était président de la République, était étonné qu'il y ait un sort différent pour les Comores, les unes devenant indépendantes et une seule île restant française. Il avait dit c'est peut-être pas une très bonne idée qu'une des îles n'ait pas le même sort que les autres îles. Et je pense qu'il avait vu assez clair là-dedans. Mais d'après ce que j'ai pu savoir sur Mayotte, c'est qu'en fait, il y a eu une pression d'un certain nombre de colons, sans doute, ou de gens qui avaient des propriétés à Mayotte, qui étaient, paraît-il, aimés des Français, parce qu'il paraît que, moi je ne connais pas, mais il paraît que c'est plus joli, que les gens du coin allaient, si j'ose dire, pour ceux qui avaient les possibilités d'y prendre des vacances, s'y reposer, et trouvaient qu'il fallait que Mayotte reste française. Donc ils ont travaillé un peu la population qui était plus pauvre que les autres Comoriens pour qu'elle reste française. Et donc on a fait ce qui n'est pas tout à fait légal, des référendums séparés. Non, on n'a pas fait un référendum pour l'ensemble des Comores, mais île par île. Hein, et Mayotte a voté pour rester française, alors que les autres avaient décidé de prendre leur indépendance. Alors maintenant, les Comores, c'est un des pays les plus pauvres du monde, comme on le sait, et donc il y a une fuite des jeunes massive vers Mayotte, même si la situation n'est pas très brillante non plus à Mayotte, elle est un peu meilleure qu'ailleurs, que dans les Comores, mais enfin, toujours est-il que c'est pas pour devenir français que les gens, contrairement à ce qu'on croit, moi j'avais eu un étudiant, le fils de l'ambassadeur des Comores au Maroc l'an dernier, qui disait que c'était pas du tout pour la nationalité française, il faudrait penser loin. Dans 18 ans, quand l'enfant qui est né sur le territoire peut opter pour la nationalité française à 18 ans, non, mais ils viennent surtout pour trouver du travail, pour trouver de meilleurs services publics, etc. Donc il n'y a pas de solution pour Mayotte. Hein, à mon avis, comme d'autres l'ont dit, il y a une solution qui est d'établir, comme c'était le cas avant, jusqu'en 2015, jusqu'à ce qu'une circulaire Balladur mette un visa
pour les Comoriens d'aller à Mayotte, avant, pouvaient circuler librement. Hein. Et depuis ce système de visa, ben, ça a tout bloqué, parce que quand on met des visas, ben, les gens, s'ils ont réussi à passer, ils s'installent. Hein. C'est ce que les pouvoirs publics ont du mal à comprendre. Plus on ferme, plus les gens s'installent dans le pays d'accueil, parce qu'ils peuvent, s'ils ont eu le mal d'arriver, ben, c'est dangereux de revenir, de repartir, etc. Donc ça a tout bloqué, d'où une migration informelle sur l'île de Mayotte. Donc il faudrait un espace de libre circulation entre les 4 îles qui permettrait précisément de faire des allers-retours, ou alors carrément, comme l'ont fait les Anglais, d'abandonner Mayotte dans ce contexte ingérable, mais ça c'est un autre sujet. Autre élément d'inhumanité, les femmes. J'en ai pas beaucoup parlé au cours de cette conférence que je termine. La situation des femmes en migration, elle est souvent dramatique. On n'en parle pas beaucoup, alors que pour l'Europe, par exemple, et pour globalement le nord du monde, elles sont plus nombreuses que les hommes. On a 51% de femmes parmi les primo-migrants en Europe, par exemple, hein. Et ces femmes, souvent, vivent des situations dramatiques quand elles doivent venir, quand elles doivent traverser. Il y a eu des histoires de jeunes femmes, une jeune fille de 16 ans qui a accouché seule sur un bateau pneumatique entouré de garçons de 20 à 25 ans venant d'Afrique, par exemple. Ça, c'est les cas les plus extrêmes. Mais aussi le passage de la frontière. Bien sûr, souvent, elles doivent payer de leur corps, bien sûr, leur passage, mais aussi entre le Mexique et les États-Unis. Souvent, elles viennent d'Amérique centrale à cause de la crise du café, et ces femmes également doivent se faire piquer pour ne pas être enceintes. Elles savent très très bien qu'elles vont avoir, à défaut de capital social, leur corps va être leur simple capital pour traverser la frontière avec les États-Unis. Donc, et il y a tout un stratagème donc, de ces femmes pour essayer de passer la frontière et d'échapper au contrôle. Donc, j'avais un passage que j'avais extrait d'une thèse, d'ailleurs, d'un étudiant franco-mexicain qui racontait sur cette traversée du Mexique et le sort des femmes en la matière. Je voulais juste dire 2 phrases là-dessus. Voilà, c'est une jeune femme. Alors lui, il a suivi dans sa thèse, il a eu un prix d'ailleurs de la Sorbonne pour ce très beau travail. Le parcours peut mener à la prostitution. Ainsi, alors il montre les témoignages recueillis, parce que lui, il a suivi dans le bus, il s'est fait passer pour un Guatémaltèque qui voulait aller au Mexique et ensuite aux États-Unis. Donc il raconte l'histoire. Une Hondurienne de 17 ans, donc, qui est partie en bus avec son frère et un ami de son entourage, venant de Honduras et ensuite traversant le Mexique à la hauteur du poste frontière entre le Guatemala et le Mexique. Consciente que les policiers allaient monter dans l'autobus, elle devait pouvoir jouer un rôle qui lui permettrait de séduire un passager pour le convertir en son protecteur. Ses vêtements, mini-jupes et décolletés ont été des artifices très efficaces grâce auquel, dès sa montée à bord du bus, elle a pu choisir un passager, a commencé à flirter avec son voisin de banquette et s'est nouée à son cou, se lançant dans une étreinte amoureuse aussi surprenante que subite. Quand des agents de la police ont abordé l'autobus, comme elle était en pleine étreinte amoureuse avec son voisin, les policiers n'ont demandé des papiers qu'au jeune homme, pas à la jeune fille, lui permettant d'arriver jusqu'à la frontière. Son frère et son ami ont été interpellés par la police. C'est un exemple. Après, il cite beaucoup d'autres cas, d'autres qui ont versé dans la prostitution, et ensuite toute une série de péripéties qu'il raconte dans sa thèse pour ce voyage autour de la traversée de la frontière et de ces gens qui ont quitté l'Amérique centrale pour se retrouver au Mexique et aux États-Unis. Donc je renvoie au livre. Pour terminer, j'aurais tendance à dire que aujourd'hui, le vrai problème, c'est un défaut, un déni de dignité qui accompagne ce regard porté sur la migration, parce que je me suis déportée, souvent j'analyse des politiques migratoires, et là, je vais souvent dans les associations, je me suis placée du point de vue, ces réactions, indifférence, indignation,
déshumanisation, c'est des choses qu'on trouve dans le monde associatif, qui dénoncent l'indifférence, mais qui se mobilisent dans le sens de l'indignation, qui dénoncent aussi la déshumanisation. J'ai essayé de parler de ceux dont on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont ignorés. Ils font souvent un travail assez formidable auprès des personnes, au cas par cas, qui donc essayent de restaurer la dignité de ces personnes qui leur est souvent niée par les politiques migratoires, et pour faire en sorte que ce ne soient pas des indésirables. Alors je pense qu'il y aurait une autre façon quand même de traiter la migration, qui serait une façon beaucoup plus rationnelle, ce que dit aussi François Héran. Il a fait un livre qui s'appelle L'immigration et le déni, donc en disant que l'Europe et la France ne s'acceptent pas comme terre d'immigration, ce qu'elles sont de façon tout à fait manifeste. Et donc le fait que ce soit un déni rend d'une certaine façon illégitime les personnes qui sont concernées, qui sont les migrants, et au lieu de gérer de façon rationnelle, c'est-à-dire en tenant compte de l'impératif démographique, des pénuries de main-d'œuvre, du respect des conventions internationales qu'on a signées, de toute une série de contextes, du respect du droit d'asile et quelques autres contraintes, on est dans une sorte de course à la dissuasion qui conduit non seulement à une très grande inefficacité des politiques, puisqu'on ne peut pas assumer ce qu'on annonce. Par exemple, notre ministre de l'Intérieur avait dit que lui, prenant ses fonctions, il y aurait 100% d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire, qui serait appliqué, et que les gens seraient renvoyés chez eux. Aujourd'hui, on est à 8%, parce que c'est très difficile de reconduire les gens. Il a quand même découvert peut-être la difficulté du phénomène. Il s'est agité sur même pas une loi, un petit texte sur l'Algérie de 68, qui est un détail dans la politique migratoire entre la France et l'Algérie, pour montrer qu'ils avaient un régime très très différent des autres, ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisque l'essentiel sont rentrés dans le droit commun, mais tout ça pour agiter, disons, à son profit une sorte de haine à l'égard du traitement des Algériens et beaucoup d'autres choses. C'est une sorte de fonds de commerce électoral qui nuit à une approche rigoureuse et avec des politiques pas seulement françaises mais européennes qui annoncent des choses qu'elles ne peuvent pas réaliser. Et je crois que ça, c'est très dangereux. Les politiques de retour, par exemple. Les reconductions, ça ne marche pas. On le sait, il faut négocier avec les pays de départ, il faut beaucoup négocier, on a beaucoup d'accords et c'est difficile. Les politiques de retour, c'est un échec. Ça fait depuis, on a 40 ans d'échecs des politiques de retour. C'est pas la peine de les remettre systématiquement dans toutes les politiques de la législation et la politique européenne, par exemple. Le développement n'est pas une alternative aux migrations, au contraire, il l'accélère. C'est bien, mais il ne faut pas croire que c'est une solution pour la question migratoire. Et ça fait 40 ans que l'OCDE et d'autres organismes, comme l'Institut de recherche sur le développement, le disent. Donc je pense que le fait d'annoncer des choses qui ne sont pas réalisables sont très dangereuses politiquement et entretiennent d'une certaine façon cette surenchère, puisque comme on n'a pas réalisé ce qu'on avait promis, l'idée c'est d'autres vont proposer encore plus, etc. On est dans une sorte d'engrenage autour si j'ose dire, de la déshumanisation qui est tout à fait contraire à une approche réaliste et rationnelle de cette question, qui est quelque chose de très banal. Hein. Le fait que la migration aujourd'hui se déploie dans le monde, compte tenu des crises et des conflits, des inégalités, de toute une série de phénomènes, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est de le traiter comme quelque chose d'exceptionnel. Voilà un peu ce que je voulais dire dans ce livre. Il y aura beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais je laisse la place pour les questions. Merci beaucoup, Catherine. Oui. Et il dit Migration is development. La migration, c'est du développement économique, dit-il. Et également, donc, les économistes de l'économie de Paris disent que, bien sûr, que la migration rapporte en réalité, ça fait très longtemps qu'on le sait, hein, mais voilà, et je voulais citer également le coût économique de l'hostilité aux immigrés. Les discriminations envers les immigrés privent les économies des bienfaits potentiels, entre autres en matière d'innovation.
Et aujourd'hui, donc, dans le petit livre, je cite des travaux de ces économistes qui montrent que l'immigration est une très bonne chose économiquement, bien sûr. Mais aujourd'hui, on préfère le politique. Oui, justement, en fait, je sais que malheureusement, juste un mot, le problème, c'est que on vit une époque où les arguments rationnels sont de moins en moins de poids. Enfin, quand même, on peut, si on arrivait à les réintroduire dans le... C'est-à-dire que les gens de l'école d'économie de Paris, comme beaucoup d'autres, qui ont dit ça, ce sujet sur l'apport économique, j'avais participé il y a très longtemps à une étude qui avait été publiée en 1976, donc il y a très longtemps. Déjà, ça s'appelait Migration et développement économique et social, avec toute une série de données, et une grosse enquête de 2000 personnes, etc. Et déjà, il était montré que tous les indicateurs introduits montraient que l'économie rapportait plus qu'elle ne coûtait, contrairement à une idée répandue, mais c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Et récemment, Hillel Rapoport, qui est chercheur à l'OCDE, disait exactement la même chose. L'immigration est une chose, économiquement, elle rapporte, oui, tout à fait. Mais les politiques sont dans le court-termisme aujourd'hui, ils sont dans les échéances électorales, etc. Donc c'est irrationnel, si j'ose dire, d'avoir une politique, celle que j'ai décrite, de fermeture, de dissuasion, de répression, parce que économiquement et démographiquement, particulièrement en Europe, on a besoin d'immigration. Le seul facteur de croissance de la population de l'immigration en Europe, disait hier, parce que j'étais à un colloque au musée de l'immigration du patron du département migration de l'OCDE, c'est l'immigration, le seul facteur pour l'Europe de croissance de la population européenne. Donc s'il n'y a pas d'immigration, eh bien on est dans une sorte de chute grave, et dans les pays de départ, s'il n'y a pas de transfert de fonds, là aussi c'est dramatique, 670 milliards de dollars annuels, c'est beaucoup. Donc si on dit tout le monde restez chez vous aux gens du Sud, économiquement c'est une catastrophe absolue. Oui. Je voulais juste dire un petit mot, puis je vous passe la parole. Je ne sais pas si dans un certain nombre de pays, certains dont vous avez parlé, mais on pourrait parler du Thaïlande, l'anglais, etc., l'idée de lutter contre l'immigration, c'est pour les politiques se donner l'argument que ce sont ces immigrés qui font chuter l'économie, alors que l'économie chute par absence d'immigrés. Oui, c'est-à-dire qu'ils inversent complètement le raisonnement. Ah oui, tout à fait. C'est le cas de la Hongrie. C'est le cas de la Hongrie, de l'Italie aussi. République tchèque. C'est-à-dire que c'est complètement, c'est-à-dire qu'ils utilisent un argument de chute économique, alors que pour refuser l'immigration, alors que c'est justement parce qu'ils ne laissent pas l'immigration rentrer que leur économie chute encore plus. Et oui. ça, c'est assez terrible. Alors, en Asie, c'est un peu différent. Ils ont près de 100 millions de migrants sur les chiffres que je vous ai donnés, mais ils ont des espaces de libre. Ils n'ont pas le problème des frontières comme on a en Europe, parce qu'il y a un système qui s'appelle l'ASEAN, avec la possibilité de circuler entre 15 pays asiatiques, notamment pour l'Asie du Sud-Est, qui rend plus possible l'immigration économique. Mais il y a des pays comme les Philippines où un Philippin sur 11 vit à l'étranger. Donc il y a une énorme mobilité à l'intérieur de l'ensemble du continent asiatique, et notamment en Asie du Sud-Est. Mais il n'y a pas de lien nécessairement entre la taille et la croissance de la population d'un pays et sa propension à migrer. Par exemple, les géants indiens et chinois ont un taux d'émigration qui est très faible. Même si on a l'impression qu'ils sont nombreux dans le monde, c'est 2% de la population pour la Chine et l'Inde, par exemple. L'un ou l'autre, Eda ou Michel. Si tu permets, parce que c'est juste sur la question du développement économique, parce que tout à l'heure vous êtes passé un peu rapidement sur votre petit livre où vous avez dit que en fait parmi les idées fausses que vous dénonciez, c'était que effectivement le développement dans les pays du Sud décroîtrait l'immigration. Alors
je comprends un petit peu, et Patrick Veil était à votre place il y a quelques années, et lui, il se faisait l'avocat justement de pouvoir avoir des échanges et que des gens, notamment les plus diplômés, puissent venir passer 3 ans en France, rentrer 4 ans dans un pays africain, revenir 2 ans en Allemagne, etc. Bon, donc ça, c'est effectivement, je comprends. Mais quand même, là aussi, je vais vous parler d'une expérience personnelle. C'était en 2010, lorsqu'il y a eu beaucoup de grèves avec des travailleurs immigrés, notamment qui étaient employés par des sociétés d'intérim. Et quand même, il y en a un certain nombre, alors certes, peut-être parce que c'était des Maliens et que c'était en hiver et qu'ils étaient sous des tentes par moins de 2 degrés, ils ne sont pas très habitués à ça, mais un certain nombre m'ont dit, écoute, si moi je pouvais rester dans ma ville ou dans mon village, nourrir bien ma famille, et puis ne pas venir à faire le boulot, les boulots les plus sales possibles en France, je resterai et je n'aimerais pas vous embêter. Ils ne prenaient pas ça comme ça pour vous embêter. Alors, c'est en ce sens-là que, effectivement, il y a des transferts. Bon, mais ces transferts aussi, c'est quand même parce que ces pays-là ne bénéficient pas de démocratie. C'est parce que aussi, il y a parfois des problèmes d'éducation, de travail, etc. dans ces pays. Mais je pense que quand même, pour un certain nombre de personnes, s'ils avaient le choix, ils resteraient dans leur pays, ils y seraient heureux. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu choqué par ce que vous avez dit. Et dernier point aussi, l'argument de Bruno tout à l'heure était intéressant, l'immigration c'est une chance. Oui, mais enfin, il faut peut-être regarder aussi les pays du Sud, qui est un médecin qui a été formé, et j'ai été cas précis aussi, de médecins d'origine africaine. Ils viennent finir leurs études en France et puis restent s'installer en France. Alors c'est très bien qu'ils s'installent en France, un manque de médecins à un niveau, mais c'est quand même une catastrophe aussi pour leur propre pays. Alors là-dessus, moi alors ce que j'ai dit simplement, c'est que j'ai dit une seule chose, c'est que le développement n'était pas une alternative aux migrations. Là-dessus, je suis très ferme. C'est ce que dit aussi l'OCDE, parce qu'il faut distinguer le court terme et le long terme. À court terme, il y a beaucoup de travaux qui viennent abonder dans cette proposition. Plus il y a de migration, plus il y a de développement, et plus il y a de développement, plus il y a de migration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, par exemple, où les progrès de la scolarisation à l'échelle mondiale, l'urbanisation galopante de la planète, les réseaux sociaux, etc., favorisent l'aspiration à la mobilité. Ce ne sont jamais les plus pauvres qui partent. Sinon, on n'aurait pas 3,7% seulement de migrants sur notre terre. On en aurait beaucoup plus, parce qu'il y a des pauvres, il y en a beaucoup ici dans ce monde. Donc, c'est des gens qui sont dans des catégories intermédiaires, qui ne sont pas assez qualifiés ou fortunés pour avoir accès à des visas, mais qui se disent, moi, j'ai pas d'avenir dans mon pays. Pas d'avenir parce que le pays est mal géré, parce qu'il y a aussi des problèmes climatiques, parce qu'il y a des problèmes sanitaires, parce que les jeunes sont au chômage, etc. Donc c'est ça, c'est cette population-là intermédiaire. Et donc le développement culturel, économique de cette population fait qu'ils aspirent à la mobilité. Donc le développement à court terme favorise la mobilité. Et la mobilité favorise le développement local, puisque, comme je vous disais, les migrants, les transferts de fonds, aujourd'hui, ils sont à 670 milliards de dollars annuels par an, et dans certaines régions du monde, s'il n'y avait pas les transferts des migrants, ils mourraient de faim, comme on l'a vu avec la Covid et le Niger, par exemple. Sans argent des migrants, c'est difficile de survivre. Donc, à court terme, c'est comme ça, mais à long terme, bien sûr que le développement pourra être une alternative aux migrations, mais dans 200 ans. Nous, on ne le verra pas dans beaucoup de pays. Donc, en fait, même des pays que je connais bien, comme le Maroc, etc., pour l'instant, ils n'en sont pas là. Ils en sont même très, très loin. Donc, en fait, pour l'instant, voilà, on est dans un contexte où le développement est une très bonne chose, mais ce n'est pas une alternative aux migrations. Donc, les politiques de développement qui sont souvent menées, d'ailleurs, assez superficiellement dans les accords qui sont conclus avec les pays de départ, n'apportent pas en général
stabilisation des populations. Au contraire, ça donne envie aux autres de partir. Pourquoi est-ce qu'on pense que le développement souvent est une alternative aux migrations? Parce qu'on a observé l'Europe du Sud. Et l'Europe du Sud, qui était une grande terre de départ, 31 millions d'Italiens sont partis à l'étranger, les Espagnols, Portugais, Grecs, etc. À partir d'un certain moment, c'est-à-dire au milieu des années 70, ils sont devenus progressivement des pays d'accueil, des pays d'immigration et de transit. Pourquoi? Parce que c'était la fin finalement des dictatures, des régimes autoritaires. Pas l'Italie, mais les autres, oui. Ensuite, pour d'autres, ça a été l'entrée dans l'Europe, très important, puisqu'ils ont bénéficié des fonds européens. Chute démographique spectaculaire, etc. Tous ces phénomènes ne se produisent pas au Sud, même s'il y a une transition démographique, donc ils ne sont pas du tout dans le contexte de l'Europe du Sud, et chez eux, le développement n'est pas pour l'instant une alternative aux migrations. Voilà. Et par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on demande à un Africain de contribuer au développement de son pays si le pays est mal gouverné, s'il y a de la corruption, etc., des clientèles, alors qu'on ne demande pas à un Allemand qui part aux États-Unis de contribuer au développement de sa région? C'est ça le problème. Eh bien, Oui, je voulais vous demander aussi si les politiques jouent sur ce registre, c'est aussi parce que les populations sont sensibles à toutes ces idées dites fausses, Oui, mais qui sont... Et donc, est-ce que ça a été aussi accru par les crises économiques, par la peur des Européens que leurs enfants soient réussissent moins qu'eux? Est-ce que cette peur, en fait, du déclassement, de perdre de la culture, tout ça a joué, ou est-ce que de toute façon c'est la même chose? La peur, elle est largement construite par le discours politique, toutes les idées reçues qui C'est un peu rapidement énoncées. de la pousse. Est-ce que s'ils arrivent aussi bien à surfer là-dessus, est-ce que c'est parce qu'il y a un fond? Non, parce qu'il y a des contextes de crise. Quand il y a un contexte de crise, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Figure de l'autre, on constate que dans les périodes 1880, 1930, 1980, on a une montée de la peur de l'autre, pour dire simple, et qui sont liées à des contextes de crise économique, mais aussi des crises des mentalités, etc. Et dans ce cas-là, il y a un rejet de ce qui fait peur, c'est-à-dire l'étranger, entre autres. Et c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Il y a la mondialisation, il y a un monde qui devient incompréhensible pour des tas de gens, etc. Ça, c'est exploité par un certain nombre de partis politiques, et puis on construit quand même beaucoup d'idées reçues. Le grand remplacement, qui a eu beaucoup de succès pendant la campagne présidentielle, et Hervé Lebras a fait un livre qui dit « Il n'y a pas de grand remplacement », chiffres en main, donc c'est une idée totalement fausse. Mais il y a beaucoup de gens qui croient au grand remplacement, beaucoup de ce qu'on appelle les catholiques pratiquants réguliers. En France, il y en a plus beaucoup, ont voté à 37% pour Zemmour ou Marine Le Pen aux élections présidentielles sur les thématiques du grand remplacement. Donc c'est quand même incroyable, si j'ose dire, c'est quelque chose qui est totalement non fondé. L'idée que l'Afrique va nous envahir, un autre livre de Stephen Smith qui est sorti en 2018, il dit, aujourd'hui, comme ils ont une très grande activité démographique, ils vont nous envahir, ce qui est totalement faux. La plupart des Africains migrent en Afrique aujourd'hui. Ils ne migrent pas, pour la plupart, en Europe, ni aux États-Unis, ni en Chine massivement. Ils migrent pour certains, mais il n'y a aucun lien, par ailleurs, ça a été étudié et documenté, entre la croissance démographique de certains pays et leur propension à la migration. Parce que ce qui favorise la propension à la migration, c'est les réseaux transnationaux, pas mafieux, les réseaux de migrants qui sont déjà installés. Donc il y a des pays qui ont une grosse population, où il y a peu de migration, et des pays où il y a très peu de population, mais il y a une très forte propension à la migration. Par exemple, le pays d'Afrique d'où on migre le plus, c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est pas un grand pays en termes de population. La population est très scolarisée, très urbaine. Les femmes sont plutôt avec plus d'égalité par rapport aux hommes que dans d'autres pays. Mais c'est le pays où le taux d'émigration par rapport à la population totale de l'ensemble du pays est le plus élevé. Pourquoi? Parce que les Tunisiens sont très branchés sur des Tunisiens de l'étranger, sur des réseaux économiques, culturels, matrimoniaux, etc.,
transnationaux qu'ils ont construits avec les Tunisiens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc plus il y a de réseaux, plus il y a de migration. Là où il n'y a pas du tout de réseau, il n'y a pas du tout de migration. On n'a pas beaucoup de gens qui viennent par exemple du Turkménistan où les gens sont très pauvres. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc ce qui compte, c'est beaucoup plus ces phénomènes-là. Donc les thématiques construites dans le discours sont des thématiques complètement erronées scientifiquement. Oui. Et comment en convaincre les gens? Oui, Sauf dans des périodes de crise Voilà. très fortes. voilà, Là, c'est un peu l'éclectique. voilà, tout à fait. Et beaucoup d'autres thèmes, hein. J'ai pas présenté ce livre-là, mais la plupart de ces thèmes, c'est des thèmes construits, si j'ose dire. Comme l'intégration qui serait un échec, par exemple. Et quelques autres éléments. L'appel d'air. Oui, d'ailleurs, j'ai vu récemment là, l'histoire de Suleiman, et ce qui est très drôle, Oui, à la fin du film, c'est qu'on sait que l'acteur a été régularisé Oui. parce qu'il avait montré des qualités d'intégration. Parce qu'il avait été à Cannes. Bah oui, parce que de son film, C'est assez fou, quoi. délirant. Presque le lendemain, le préfet signe. Une C'est tout à OQTF. fait dans ce. Devenir acteur, parce que, Eh ben, on est dans un contexte où aujourd'hui on est dans le court-termisme absolu en termes de gestion des situations migratoires. Question. Oui, justement, ce film montre le côté horrible de ces réseaux parce que ces migrants ils traversent beaucoup de pays, donc ils arrivent par exemple en Libye. Et là, il y a des réseaux organisés Oui, bien sûr. qui les forcent à demander de l'argent à leur famille, qui les mettent en prison. Donc après, ils s'échappent. Enfin, c'est un parcours du combattant avec des organisations mafieuses qui essayent de leur soutirer le maximum d'argent. Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment horrible, cette économie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la Commission européenne a demandé, considère que le vrai verrou vers l'Europe, c'est la Libye, donc, alors que c'est le pays le plus corrompu en termes de passeurs, et elle a décidé de former des gardes-côtes libyens. Oui. Je ne sais pas comment, dans quel état d'esprit cette décision a pu être prise, compte tenu de tout ce qui est dit sur la Libye, qui est un pays non géré, si j'ose dire, politiquement, et avec la formation de garde-côtes libyens dans un pays où les passeurs sont très souvent en uniforme. Je ne sais pas très bien qui a pu lancer cette idée. Giorgia Meloni. Oui, enfin, oui, c'est Ça avait existé avant. commencé- ça avait commencé avant. commencé Oui, avant. oui, non, mais elle a bien insisté auprès de la présidente de la Commission européenne. Oui, mais elle a complètement échoué. Sa politique migratoire est un échec total. Elle avait dit qu'il n'y aurait aucun port accessible en Italie, alors que de toute façon, les gens qui arrivent de Libye, ils n'ont pas d'autre choix que d'accoster en Italie, donc elle a été obligée d'en rouvrir après. La tentative de faire gérer l'asile par l'Albanie a été cassée par la justice italienne, puisque c'était contraire à la Convention de Genève. Donc l'ensemble de sa politique est un échec total sur le plan migratoire. Est-ce que, si je peux me permettre de Bon, poser vas-y. notre toute petite question, est-ce que parmi les messages d'espoir, en tout cas parmi les points un peu plus positifs, alors vous avez évoqué les associations, est-ce qu'il n'y a pas des catégories d'organisations qui se sont, par rapport à une période antérieure, y compris par rapport aux années 70 par exemple, davantage investies? Je pense, alors, il y a les associations, y compris les associations De tout bord. d'origine confessionnelle, Absolument. ou Militante. pas militantes. Et je pense aussi par exemple à la CGT. Oui, beaucoup. La CGT Oui, a une absolument. action extrêmement forte en les faveur sans-papiers, oui. des migrants sans papier. Ils se retrouvent d'ailleurs, c'est une petite ironie de l'histoire avec les anarchistes de la CNT. C'est drôle de voir la CGT et la CNT main dans la main pour travailler avec les migrants sans papier. Donc et là, j'ai l'impression qu'il y a un renforcement à fait. qui va un petit peu à rebours de ça. Donc, Ah oui, voilà. oui et non. Alors c'est vrai pour la CGT qui, avant, quand même laissait circuler l'idée que les migrants étaient des concurrents sur le marché du travail. C'était même utilisé dans les discours
genre le marché, il fallait fabriquer français avec des ouvriers français, etc. Il ne faut pas oublier tous ces phénomènes. Mais aujourd'hui, elle a beaucoup défendu des jeunes, notamment en apprentissage, des boulangers, etc., qui étaient menacés d'OQTF sur le territoire pour qu'ils soient maintenus et régularisés. Donc elle a joué un grand rôle. En revanche, le patronat, qui avait un grand rôle dans la définition de la politique migratoire entre 1945 et les années 90, on l'entend plus du tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils ont dans leur... alors que ça pourrait être un acteur crédible, si j'ose dire, pour des pouvoirs publics, surtout en ce moment, le patronat, le MEDEF, etc. On ne l'entend plus parce que, alors qu'il a besoin d'immigration, parce qu'ils perdent une partie de leurs adhérents avec les petits patrons qui sont sans doute des électeurs d'extrême droite qui ne veulent pas embaucher, etc. Et donc, ils avaient commencé à lancer des opérations humanitaires, disons, et puis ça a tellement déplu, paraît-il, dans leur rang qu'ils ont complètement abandonné. Maintenant, ils silence radio, alors que le patronat, avant, faisait des pages, y compris dans Le Monde, sur les besoins de main-d'œuvre, etc. Donc c'est un changement radical. Alors que ce seraient des interlocuteurs crédibles pour une partie des pouvoirs publics. Il paraît que certains patrons, y compris certains petits patrons, contactent discrètement la CGT pour les aider, dans certains cas, à arranger les choses avec... oui, mais ça conduit rarement à des régularisations. Justement, je voulais parler des régularisations. Et à propos des listes des métiers en tension, Oui. on a une nouvelle qui est sortie là, Oui, en absolument. mars. Et je voulais savoir comment elles sont faites, ces listes, parce qu'elles me paraissent très incohérentes. Elles sont faites par région. Et Elles par sont faites exemple, par région. dans la région sud et la région de Bretagne, eh bien, on ne recherche pas de personnes dans l'hôtellerie ou dans les services, alors que c'est des régions où on en a, il me semble, particulièrement besoin. Donc, moi, j'ai lu celle de l'Île-de-France et tout. J'ai trouvé qu'elle n'aidait pas beaucoup les demandeurs de... Non, alors, alors c'est très contesté, hein, ces listes de métiers en tension, parce que alors c'est l'idée de faciliter, entre guillemets, le travail des préfets pour qu'ils acceptent que les personnes puissent avoir accès au marché du travail. C'est aussi vrai pour ceux à qui on refuse systématiquement, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, pour que les demandeurs d'asile qui, au bout de 6 mois, ont le droit de travailler dans notre système français, conformément à la fameuse directive européenne qui n'est pas respectée, parce qu'on ne devrait même pas demander 6 mois pour pouvoir leur permettre d'accéder au marché du travail. Donc, c'est fait pour les demandeurs d'asile, mais c'est fait aussi pour des sans-papiers. Voilà. Alors, paraît-il que en fait, ça freine. Le résultat, c'est que ça freine le travail des préfectures, parce que des secteurs où on en a besoin, qui sont moins connus, plus informels, etc., de métiers en tension, si ce n'est pas dans la liste, le préfet ne va pas autoriser la personne à travailler. Donc en fait, c'est plutôt un frein, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Hier, j'en parlais avec cette personne de l'OCDE que j'ai vu dans ce colloque, et plutôt qu'une ouverture. C'est pour ça que je voulais savoir qui est-ce est-ce que vous savez qui crée cette Alors liste? c'est fait en prenant en compte un dispositif qui est un dispositif européen qui s'appelle l'opposabilité de l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, pour des non-européens, pour accéder au marché du travail, il ne faut pas qu'il y ait des Européens concurrents dans les mêmes secteurs. Dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas de concurrence du tout. Donc, mais si il se trouve que d'après, maintenant ça s'appelle France Travail, c'est plus Pôle emploi, mais c'est pareil, on dit qu'il y a des concurrents nationaux sur tel secteur d'activité, on ne va pas mettre que c'est un métier en tension. C'est à cause de ce dispositif. C'est très fluctuant en plus. Très fluctuant, et puis souvent ça ne correspond pas aux besoins locaux ou régionaux. Mais c'est plutôt un blocage, d'après ce que j'ai entendu. Parce qu'en fait, les personnes qui ne sont pas dans ces fameux métiers en tension, ils ont très peu de chances de pouvoir se voir octroyer par le préfet l'autorisation de travail. C'est aussi peut-être une façon de justifier une certaine ouverture apparente. Apparente, oui. Et en plus, c'est une liste qui n'est valable que jusqu'en décembre 2026. Oui, absolument. 26, 25. Elles doivent être régulièrement
renouvelés. Alors qu'il faut qu'ils aient travaillé 7 ans. Ah, ça, c'est pour la régularisation. 3 ans pour les métiers en tension. Ah oui, 3 ans. 3 ans, justement. Pour les métiers en tension, mais pour la régularisation, maintenant, c'est 7 ans. La circulaire Bretagne récente. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels... Moi, j'avais juste peut-être une interrogation sur les types de migration. Parce que finalement, vous disiez que les Ukrainiens, il y a eu 7 millions d'Ukrainiens qui ont migré, dont quelques pourcents en France, c'est-à-dire 300 000 à peu près. Très peu, oui. Et en fait, on a l'impression que ça s'est très bien passé. Oui. Et qu'il y a eu de rejet. Et donc, ça veut dire qu'il y a un rejet d'une type de migration qui sont les migrants venant d'Afrique, principalement, peut-être de type musulman. Et donc, il y a peut-être un problème d'une perception de la population de l'identité, liée à l'identité qu'on ne peut Oui, bien sûr. et de la sécurité, qui sont peut-être des faux sujets. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai donné des cours dans des centres d'accueil de français, et il se trouvait que quasiment aucun ne venait. Et donc, il y avait, pour moi, il manque, alors 2 choses. Aucun, c'est-à-dire 2 personnes sur 30 Ah oui. venaient au cours de français. Donc, pour moi, ça pose un problème de droit et de devoir. Et je pense aussi à une femme qui était tchétchène, à qui on avait trouvé un logement à Boulogne. On avait trouvé un travail à Nation. Elle considérait que c'était trop loin. Et donc, elle n'a pas pris ce job. Donc, il y a pour moi un problème de droit et de devoir également, qu'on n'a pas du tout évoqué. Et enfin, pour ceux qui migrent, n'y a-t-il pas un problème de moyens pour étudier les cas, pour réduire la durée de traitement des dossiers? Parce que Alors, la très grande difficulté aujourd'hui, il y c'est... a plusieurs points que... Oui, Le problème de l'immigration qui est un peu atypé, peut-être, qui a du coup à décomposer le sujet parce qu'il est peut-être plus complexe. Aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est la digitalisation de l'accès aux documents. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rendez-vous en préfecture. Donc très souvent, les gens attendent ce que font d'ailleurs beaucoup de militants associatifs, essayer de s'occuper des cas individuels pour qu'ils aient enfin un rendez-vous, parce qu'après ils deviennent, par exemple, ils deviennent sans papier puisqu'ils n'ont plus l'accès à la préfecture pour pouvoir renouveler leurs papiers. Ça, c'est un problème majeur qu'on a aussi aujourd'hui, parce qu'on a dit la préfecture est fermée tout simplement, et on ne peut pas régler ça en allant expliquer à guichet ce qu'on veut, mais il faut tout faire à distance, et très souvent c'est avec des systèmes qui ne marchent pas, d'ailleurs qui sont plutôt défaillants. Donc le problème des papiers devient un problème crucial aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Alors sur les Ukrainiens, ceux qui sont venus en France, c'était surtout des femmes avec des enfants, parce que les hommes étaient souvent au front. Donc on a eu une population féminine surreprésentée, si j'ose dire. Et puis, parce que tout le monde est sensible quand même au fait que les Ukrainiens ont été attaqués par la Russie et que donc ils se réfugient dans d'autres pays européens. Donc il y a eu une certaine compassion pour leur situation dramatique qui a été prise en compte. Ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Après, le fait que ce soit des Européens blancs, bien sûr que ça a joué pour l'accueil qu'ils ont eu en Europe par rapport à d'autres qui seraient différents, ça c'est tout à fait clair. Mais le profil, je pense que c'est à la fois le profil des femmes avec des enfants, plus des gens attaqués, plus des Européens blancs et chrétiens, ça a beaucoup joué sur le système, disons, le double standard qui était appliqué aux Ukrainiens par rapport aux autres, ça c'est très clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que j'ai pas répondu. Une dernière, alors rapidement, parce qu'on devrait arrêter. Juste pour revenir sur l'aspect brièvement, je pense qu'on a parlé de l'aspect économique et un petit peu l'aspect identitaire et d'adhésion à un certain. Moi, je n'ai pas parlé de ça parce que c'était mon cahier des charges, c'était de traiter des réactions aux phénomènes migratoires dans ce livre. Mais sur l'intégration, j'ai fait des quantités de choses qui sont un peu là-dedans. Il y a des quantités d'idées reçues. Et ce que je peux vous dire, c'est que François Héran, qui a fait un cours sur les flux, puis après sur les stocks, c'est-à-dire sur l'intégration, il a reçu des menaces de mort, parce qu'on lui a dit qu'il mentait. Donc ça donne une idée de la façon dont est reçu le discours en disant l'intégration fonctionne. Et ça, il y a des très grosses enquêtes avec des très gros échantillonnages qui ont montré
de tout ça, dont une récente enquête qui s'appelle Trajectoires et Origines, Théo, la deuxième enquête Théo, qui documente tout ça très bien. L'immigration fonctionne. Bien sûr, il y a des gens pour qui il y a des écarts, mais il y en a toujours. Mais dans l'ensemble, l'intégration fonctionne en France et dans beaucoup de pays européens aussi. On en avait déjà parlé avec Stéphane Beau Ce sera un autre sujet. sur l'intégration, où il avait fait des travaux et qui montraient que l'intégration marchait bien. Je pense qu'il y a une part aussi qu'on peut méconnaître, c'est aussi le fait de ne pas de migrer pour des raisons non économiques, mais aussi identitaires et de reconnaissance dans un monde qui est complètement ouvert, de ne pas forcément se reconnaître dans un modèle social ou religieux ou identitaire. Vous parliez de 50% de femmes, où on peut aussi migrer pour des raisons plus d'intégration et de pouvoir s'identifier à un modèle sociétal. Et pour parler aussi des médecins, où on est des fois amené à faire des études à l'étranger, quand on a fait 12 ans d'études, à un moment on aspire à une certaine égalité, équité de traitement entre l'homme et la femme, à un certain modèle sociétal qui fait qu'on peut... De plus en plus de femmes qui migrent seules aujourd'hui, venant des pays du Sud, parce qu'elles ne veulent plus être sous la coupe de leur belle-mère, dans un monde très traditionnel. De discours religieux ambiants et de discours politiques qui peuvent faire qu'on peut se sentir agressé quotidiennement et au quotidien, ne serait-ce que dans l'exercice de ses fonctions. Donc, je pense C'est une recherche de liberté. C'est une part qui est assez prenante, en tout cas dans le domaine médical. C'est une part que je vois de plus en plus parmi mes collègues et qui fait que le discours un petit peu culpabilisant de devoir quitter ces pays-là où on pourrait servir ou aider, à partir d'un certain moment où on a donné 15 ans de sa vie, on aspire à un modèle de vie qui peut être différent que de se sacrifier ou sacrifier aussi l'avenir de son enfant. Oui, tout à fait. Pour ça aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre Ceux qui le peuvent, on organise un petit pot pour la fin de l'année. Vous pouvez rester un petit peu, une façon de discuter entre nous.